Je suis Frédéric Boukobza, je suis naturopathe. Je dirige une école de naturopathie qui s'appelle ISUCNAT et je suis président de la Fédération française des écoles de naturopathie, FENAMAN. La naturopathie, c'est une médecine très ancienne, au même titre que la médecine maya, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, la médecine égyptienne. Il y a dans toutes ces médecines, je dirais, un savoir-faire millénaire qui est bâti sur une tradition. Et la naturopathie ne va pas contre, elle va avec. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Sequare naturam, aller dans le sens de la nature. Alors cette naturopathie, elle vient d'où? Notre grand précurseur, ça a été Hippocrate. Parce que cette naturopathie, en fait, tout ça est né en Mésopotamie, et puis il y a des médecines qui ont évolué vers l'Asie, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, et puis d'autres vers l'Europe. Il y a 24 siècles, Hippocrate a été le premier à écrire sur cette médecine naturopathique. Comment un organisme pouvait s'auto-réguler, pouvait se guérir. Pourquoi? Si quelqu'un est malade, eh bien, il y a une capacité de retour à l'équilibre. Cette capacité de retour à l'équilibre, elle est prévue par le corps. C'est l'hypothalamus, c'est une petite glande qui se trouve dans le cerveau, qui va régir tous nos métabolismes. Et donc, le corps a une capacité naturelle pour se rééquilibrer. Et cette naturopathie, eh bien, bien sûr, il y a eu différents mouvements depuis Hippocrate, il y a eu tout le courant hygiéniste américain du 19e siècle, et puis il y a eu après Pierre Valentin Marchesseau, le français, qui a eu le mérite de faire la synthèse des différents courants, ce grand mérite de Pierre Valentin Marchesseau. Les concepts fondamentaux, c'est vitalisme, hygiénisme et causalisme. Vitalisme, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. Nous sommes constitués d'une petite batterie neuroglandulaire. Petite batterie neuroglandulaire, c'est notre énergie. Et en naturopathie, on appelle ça énergie vitale. Alors, dans toutes les médecines, vous avez d'autres termes, mais l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, donc, c'est ça que l'on va tenter. Le naturopathe ne soigne pas. Le naturopathe accompagne la vitalité disponible. Et donc, l'objectif, c'est toujours de faire réagir cette énergie vitale. Causalisme, le causalisme, c'est effectivement s'intéresser non pas aux symptômes, mais à la cause. Hippocrate d'ailleurs écrivait parfois la cause de la cause de la cause. Je vous prends un exemple. Quelqu'un est venu me voir en consultation il y a quelques mois pour du surpoids. Il vient me voir, elle me dit, écoutez, j'ai vu un diététicien, j'ai vu un nutritionniste, etc. Je n'arrive pas à maigrir. Je lui dis, moi madame, vous savez, je ne fais pas de régime. Je suis contre les régimes. Mais ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire une hygiène de vie, dont alimentaire. Et en faisant mon bilan de vitalité, je m'aperçois que cette dame, en fait, bien sûr, elle mangeait, entre guillemets, mal, c'était pas en conformité avec sa physiologie. Beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de sucre raffiné, beaucoup de gras trans, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'était émotionnel, c'était dans son stress, c'était la grande sédentarité de cette personne. Alors évidemment, en fin de consultation, j'en ai profité pour en glisser, pour dire, voilà, ce serait bien que ça, vous limitiez, ça, vous preniez ça à la place, etc. Toujours remonter aux causes. Hygiénisme, ça veut dire hygia, qui vient du grec, qui prend soin de sa santé. Et l'hygiénisme, ça veut dire que l'on va notamment, on va considérer que le corps, c'est notre terrain. Nous avons un terrain. Et comme une plante, il faut respecter son terrain. On ne fait pas n'importe quoi avec un terrain. Si vous transplantez une plante dans un terrain plus ou moins acide, elle peut mourir, elle peut moins se développer. Eh bien c'est ça, c'est toute la conception des liquides, des humeurs, hygiénisme, humorisme, ça va ensemble, des humeurs, et donc aussi bien extracellulaire, le sang, la lymphe, etc. Tout ça est extrêmement important. Alors je suis ravi que vous me posiez cette question parce que bien souvent, on entend que la naturopathie serait une médecine alternative ou serait une médecine parallèle. Quelle erreur! Quelle très mauvaise façon de présenter la naturopathie. Il n'y a pas, qu'est-ce que ça veut dire, alternative, parallèle à quoi? À l'allopathie qui serait une médecine dure parce qu'aussi on dit
que la naturopathie serait une médecine douce. Non, ce n'est pas doux de faire réagir un corps, c'est faux. Alors quand on dit effectivement médecine douce par opposition à ne pas avoir des effets secondaires des médicaments, oui, on peut le comprendre comme ça. Mais alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une médecine complémentaire ou définie par les instances européennes, la directive de 97, comme complémentaire, non conventionnelle. Voilà, médecine non conventionnelle. Alors, il faut comprendre, vous m'interrogez sur la place de la naturopathie, c'est comme un triangle. On a un triangle médical, d'accord? On devrait avoir la base et chaque médecine devrait être employée en fonction de la vitalité de la personne. Quand on est jeune, que la vitalité normalement est flamboyante, eh bien on devrait utiliser en priorité la naturopathie. Quand on commence à vieillir à un certain âge où on a un peu moins de vitalité, qu'elle a tendance vraiment à être faible, mais qu'elle peut être encore stimulée, il y a cette médecine magnifique qui s'appelle l'homéopathie. Et quand on est sur la fin de vie, lorsqu'on commence vraiment à avoir des dégénérescences, des problèmes de survie, eh bien on a cette médecine également extraordinaire qui s'appelle l'allopathie. Donc vraiment toujours, et naturopathe, allopathe, homéopathe, devraient vraiment travailler ensemble. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous souhaitons, pour vraiment être au service des personnes et des malades. Le terrain, c'est comme une plante, on a un terrain humoral, d'accord? Et ce terrain, on doit le respecter. Ça veut dire des pH particuliers dans différents endroits du corps, des réactions enzymatiques. Et ça ne se fait pas à n'importe quel degré, quelle mesure, quelle intensité. On doit donc respecter ce terrain. Voilà. C'est vraiment l'un des principes de naturopathie qui s'appelle l'humorisme. Voilà. Et ce terrain, ça veut dire aussi, ça peut être interprété différemment la notion de terrain. Ça veut dire que nous, naturopathes, on ne va pas simplement, ou même presque pas du tout, je dirais même, s'intéresser aux symptômes. Toujours replacer le symptôme dans la vision globale du terrain. Et le terrain est intéressant parce que, au lieu de s'attaquer aux symptômes, on va peut-être au contraire s'appuyer sur l'organe fort pour rééquilibrer la partie faible. Quel que soit le signal d'alarme, connais-toi toi-même, écoute-toi. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus voir ou on ne veut pas voir nos petites erreurs. Alors, tout peut être signal intéressant, signe, il suffit de l'écouter. Ça peut être un mal de ventre, ça peut être un mal de tête, ça peut être des douleurs, ça peut être une tension nerveuse. Tout ça, autant de petits signes qui doivent nous alerter justement sur notre terrain. Peut-être n'a-t-on pas pris ou n'a-t-on pas respecté sa physiologie, le mode d'emploi du corps. Le naturopathe, encore une fois, il ne va pas jouer sur le symptôme. Que ce soit un eczéma, que ce soit de l'acné, etc. Il va toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, remonter aux causes. Il va donc s'intéresser, il va se dire, tiens, cette personne, est-ce qu'elle mange conformément à sa physiologie? Ne consomme-t-elle pas trop de sucre raffiné, de produits laitiers, d'huile de mauvaise qualité? Première source. Deuxième source, il va se dire, est-ce que cette personne transpire suffisamment? Fait agir sa peau, qui pourrait la nettoyer? Est-ce qu'elle fait de l'exercice physique? Tiens, ça aussi. Est-ce que cette personne est constamment stressée? Tiens, ça aussi c'est intéressant pour tout ce qui est eczéma, etc. N'oublions pas que l'enveloppe de notre corps, c'est aussi notre lien au monde. Et puis, autre chose, la plaque tournante de notre métabolisme qui s'appelle l'intestin et le foie. Cette personne assimile-t-elle bien? Muqueuse intestinale. Cette personne désintoxique-t-elle bien le foie? Voilà comment on va aborder les choses. Et donc non pas en disant bon voilà, j'ai des boutons, donc je vais trouver une plante pour agir localement. Ce qui est possible, moi je ne suis pas contre, ça peut effectivement permettre à la personne d'être plus confortable, mais d'abord, c'est pas ça la naturopathie. Toujours agir sur les causes, avec une compréhension globale de l'équilibre. Le naturopathe va s'appuyer pour faire son bilan de vitalité, puisque c'est ce qu'il fait en cabinet, sur un triple bilan. Un bilan morphologique, un bilan iridologique et ce que j'appelle un bilan d'anamnèse clinique. Un bilan morphologique, bien c'est comprendre ce que veulent dire les formes.
Nous avons tous des formes. Alors bien sûr, il y a des formes d'abord de contours, des formes générales, un corps, est-ce qu'on est plus longiligne, est-ce qu'on est plus bréviligne. Et puis il y a des choses plus particulières, la forme d'un crâne, la forme des mains, est-ce que les doigts sont plus longs que la paume, comment sont les ongles, les oreilles, etc. Donc ça s'appelle la morphologie et ça permet de comprendre si on a, pour utiliser une des typologies, parce que vous savez, il y en a de nombreuses, de Corman, qui avait parlé de dilaté et de rétracté, c'est la chose sans doute la plus facile à comprendre, et bien il y a des gens dans un environnement donné qui vont avoir tendance plutôt à se rétracter, d'autres qui vont avoir tendance à se dilater. Et bien ces personnes-là vont, comment dire, réagir différemment et à terme n'auront pas les mêmes fragilités. Les uns, les rétractés, vont faire plutôt des maladies, ce qu'on appelle des maladies arthritiques, des problèmes nerveux, émotionnels. Les autres feront plutôt des maladies du sang, cardiovasculaires, de pléthore, comme on appelle. Voilà ça. Donc c'est très important et c'est notre première analyse que l'on fait. L'iridologie ne doit jamais être faite seule. L'iridologie doit toujours être le support de l'analyse morphologique, puisque l'iridologie va permettre non pas de faire un diagnostic, ça va permettre d'approfondir le terrain, voir la vitalité disponible, les états des surcharges, les possibilités émonctoriales de nos portes de sortie, etc. Voilà. Troisième point, c'est tout ce qui est entretien avec la personne. Donc l'anamnèse, c'est la capacité de poser les bonnes questions à la personne, de reconstituer le fil d'Ariane, puisque moi je dis toujours à mes élèves, le naturopathe, c'est un petit peu un enquêteur. Il a en face de lui une énigme. Et cette énigme, il va devoir la régler. Voilà. Et donc, reconstituer le fil d'Ariane, et puis souvent, le plus important, comprendre ce que la personne ne nous a pas dit. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une personne, c'est une œuvre d'art. La naturopathie est un art. Et le naturopathe va être comme un peintre. Il va à la fois avoir une toile, un socle, ça va être ses cures, et je vais y revenir tout de suite. Et puis il va avoir sa palette de couleurs. Et ça va être ses différentes techniques, il y en a 10. Alors si on démarre d'abord sur les cures. Les cures, les techniques, jamais sans les cures. Les cures, c'est la stratégie. Les cures, c'est savoir où on veut aller. Est-ce qu'on veut, alors vous m'avez parlé de 4 cures, mais on va en parler de 2 principalement, la cure de revitalisation et la cure des désintoxications. Je vais vous parler d'une petite anecdote. Il y a quelques années, alors moi je n'étais pas encore naturopathe, il y a une trentaine d'années, eh bien on disait que lorsque les gens venaient en consultation, il suffisait simplement de les désintoxiquer. Vous avez une énergie correcte, suffisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque je reçois les personnes en consultation, je vois qu'il y a énormément de problèmes de ce qu'on appelle des sous-vitaux, c'est-à-dire des gens qui ont très peu d'énergie. Et donc vous ne pouvez pas les désintoxiquer directement. Il faut parallèlement les revitaliser et les désintoxiquer. Donc ça va être notre stratégie. C'est très important la stratégie, parce que savoir où l'on veut aller, avec quelle vitalité, parce que vous comprenez bien que on ne fait pas ça de façon théorique. On doit absolument comment dire, mettre en place la cure pour une personne déterminée, c'est-à-dire faire du sur-mesure. D'accord ? Et donc, c'est à partir de ce sur-mesure-là que l'on va choisir sa cure, mais aussi ses techniques. Alors ces techniques, il y en a 10. Alors c'est aussi bien l'alimentation, la diététique, l'exercice physique, la gestion du mental, tout ce qui est plantes, l'hydro, donc tout ce qui est utilisation de l'eau, tout ce qui est technique réflexe, les massages, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est technique vibratoire comme les élixirs floraux, les utilisations des couleurs, etc. Et à partir de ça, donc, le naturopathe va avec cette palette de techniques pouvoir agir non pas sur les symptômes, encore une fois, mais sur le terrain de la personne. Voilà. Et l'intérêt du naturopathe, et l'intérêt de la personne qui va venir voir un naturopathe, c'est qu'il ne doit pas être spécialisé. Bien sûr, il peut s'intéresser plus à telle ou telle technique, mais l'idée c'est justement de connaître toutes ces techniques, puisque certaines techniques vont marcher plus
que d'autres chez certaines personnes, et d'autres, ça sera différent. Donc, tout l'avantage du naturopathe, c'est de jouer sur toute cette palette de techniques. Alors l'acidose, il faut toujours reprendre ça par rapport au terrain. Un terrain peut se carencer, peut se surcharger, et l'encrassement du terrain. Et il y a deux sortes d'encrassement. Il y a l'encrassement cristalloïdal et l'encrassement colloïdal, on va dire. Et l'encrassement cristalloïdal, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'acidose, c'est-à-dire que normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il doit y avoir un pH particulier de l'ensemble de nos compartiments liquidiens. Et quand il y a acidose, c'est-à-dire trop grande présence d'acide au niveau cellulaire, parce qu'il ne faut pas confondre l'acidose cellulaire de la cellule et l'acidose, je dirais, du sang, qui n'a rien à voir. Donc là, il va falloir à ce moment-là se poser des questions. Parce que l'acidose, finalement, quelles sont les origines? Il y a à la fois des origines endogènes et exogènes. Endogène, c'est déjà la façon dont on digère, dont on gère son stress. Si on fait ou pas de l'exercice physique, tout jouera sur l'acidose. Et puis l'acidose exogène, eh bien c'est effectivement l'alimentation. Encore une fois, vous voyez, attention à ne pas faire de raccourcis en disant je prends des aliments acides ou des aliments basiques. C'est pas aussi simple que ça. Rappelons-nous que l'aliment n'est pas grand-chose, ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. Comment il se digère, comment on l'élimine. Voilà. Donc, ça c'est la première cause exogène, mais également, c'est toutes les pollutions. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a encore avant-hier l'article du Monde sur les particules fines. Les particules fines, et il mettait en lien l'autisme, qui monte maintenant, un enfant sur 80 est concerné, alors qu'il y a encore quelques années, c'était un enfant sur 1 millier. Hein. Les particules fines, on parle de tous les métaux, ça aussi, c'est une source de perturbation du terrain et d'acidose en particulier. Prévenir vaut mieux que guérir. Il se trouve que de plus en plus dans nos cabinets, nous avons des personnes qui arrivent avec des pathologies chroniques, lourdes, voire dégénératives. Alors là, il faut être très clair. Ce n'est pas au naturopathe d'être en première ligne. Le naturopathe, donc, c'est au médecin, à l'allopathe, parce que là, nous avons affaire, la vitalité est bien souvent effondrée, et nous avons affaire à vraiment du lésionnel. Donc, le médecin joue tout son rôle, mais le naturopathe peut jouer son rôle également en complément du médecin, en bonne synergie, il va accompagner le terrain. Donc, quelle que soit la pathologie en cause, il y a toujours des choses à faire parce que les médecins, si vous voulez, ce n'est pas leur spécialité. Leur spécialité, c'est de traiter les maladies. Ils ont des méthodes très sophistiquées, très efficaces, mais qui produisent aussi des effets secondaires. Mais quand on est dans ce genre de pathologie, hélas, on n'a pas tellement le choix. Donc le naturopathe a tout son rôle pour accompagner le terrain. Faire en sorte, écoutez, que la personne déjà mange mieux. Moi, je ne comprends jamais que lorsque je vois des personnes qui viennent à mon cabinet et qui ont des pathologies extrêmement lourdes, on continue à leur dire, parfois des cancers, on continue à leur dire prenez 3 produits laitiers par jour. Alors qu'on sait aujourd'hui, et c'est connu même dans le milieu allopathique, regardez Henri Joyeux, le professeur Henri Joyeux, facteur de croissance des tumeurs, acidité, voilà. Donc le naturopathe va avoir tout son rôle à jouer sur l'alimentation, mais également la digestion. Qui se préoccupe aujourd'hui de la digestion? Peu de personnes. Donc faire digérer la personne. Et digérer la personne, c'est aussi digérer quelque part son état de santé. Donc là, on va jouer plus sur le stress, parce que bien souvent, on annonce à ces personnes de façon abrupte, vous avez un cancer, vous avez ceci, vous avez cela. Il n'y a pas, hélas, d'accompagnement aussi dans la gestion du stress. Voilà. Donc tout ça est très important. Et puis bien entendu, passer, dans la mesure du possible, quand c'est possible, à des compléments, outre, je dis bien, à condition que l'hygiène de vie soit faite, parce que je suis absolument contre les compléments alimentaires sans hygiène de vie. Donc à partir du moment où on a une hygiène de vie, eh bien, le complément alimentaire va être peut-être la petite étincelle en plus sur la base de cette hygiène de vie, cette belle bougie qui est l'hygiène de vie, cette petite flamme, et donc, oui, utiliser des compléments alimentaires très pointus, toujours en parallèle, en complément avec le médecin ou l'allopathe ou l'homéopathe.
préciser les choses et pour être tout à fait synthétique, on pourrait dire servez-vous de ce qui vous aide, évitez ce qui vous dessert. Servez-vous de ce qui vous aide, c'est quoi? C'est l'alimentation biologique humaine. Cette alimentation nutritive et pas simplement calorique, nutritive, où vous avez tous les bons nutriments. Cette alimentation de préférence biologique, bien sûr, pour éviter les toxiques, pour faire en sorte, vous savez qu'aujourd'hui, et ça a été prouvé, que l'alimentation biologique non seulement a beaucoup moins de toxiques, puisqu'on ne peut pas éviter, hélas, les toxiques environnants, mais surtout a une beaucoup plus grande densité nutritionnelle. Donc c'est ça déjà, s'alimenter en privilégiant ce qui est bon pour nous et en évitant évidemment ce qui est moins bon pour notre physiologie. Qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr d'abord, il y a au moins 4 ennemis. Le sucre, je ne parle pas du bon sucre des fruits et des légumes, non, je parle du sucre industriel, le sucre raffiné. Je parle également de tous ces produits, de toute cette alimentation industrielle, frelatée, les graisses saturées, les graisses trans, l'excès de produits laitiers, graisses saturées, l'excès de protéines animales, on n'est pas contre les protéines animales, mais prenons-en moins. On a la chance d'avoir aussi des protéines végétales qui se digèrent bien, qui font moins travailler les reins. Profitons-en. Donc, ça c'est le deuxième aspect, c'est toutes les huiles, les graisses trans. Troisième aspect, c'est le sel. Combien de personnes âgées je vois qui se plaignent de leur douleur et qui continuent à rajouter, à mettre toute la salière. Et n'oublions pas que le sel, c'est pas simplement la salière. C'est tous les produits industriels préparés par l'industrie. Et puis enfin, on a tendance à l'oublier, hélas. C'est sans doute ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui, l'eau du robinet. L'eau du robinet contient énormément de médicaments, de métaux lourds. On parle beaucoup d'Alzheimer. Vous savez que l'eau du robinet, on la dépollue, entre guillemets, on la rend plus claire. À quoi? À l'aluminium. Tiens, c'est intéressant. Donc voilà. Donc évitons et privilégions, privilégions des choses, voilà, de bonne qualité, de proximité, voilà. Et encore une fois, ce n'est pas l'aliment. L'aliment est important, mais c'est la façon de manger qui est aussi importante, ce que j'appelle l'environnement nutritionnel. L'environnement nutritionnel, c'est manger déjà avec un esprit apaisé. Parce que si vous mangez même que des produits biologiques et si vous êtes stressé, vous n'allez pas digérer. C'est prendre son temps, bien mâcher. Nous avons comme dit Henri Joyeux, ce palais des saveurs. Écoutez, on a 6 glandes, on doit pouvoir s'en servir de ces glandes. Et donc, bien mâcher, et en mâchant correctement, on peut augmenter largement son potentiel digestif. Yannick Noah, végétarien, vainqueur de Roland-Garros. Il y a des grands sportifs qui sont des végétariens. Alors ça ne veut pas dire que tous les sportifs doivent être végétariens, après c'est une question aussi philosophique. Non, il faut bien les nourrir au sens tout simplement leur faire en sorte qu'ils mangent le plus sain possible. Ne pas oublier que selon leur capacité de détox, leur foie, bien soutenir leur foie, parce que ça va être l'organe clé du métabolisme et de la désintoxication, ne pas, évidemment, éviter tous les toxiques pour un sportif. Quand je vois des sportifs qui fument parfois, quand je vois des sportifs qui prennent de l'alcool, non, première des choses, de façon très rare, mais la première des choses, c'est d'éviter tout ça. Et contrairement à ce qu'on pense, le sportif, on ne doit pas lui faire manger un plat de pâtes la veille de sa course. Il faudra au contraire lui donner des aliments, plutôt que des aliments caloriques, lui donner des aliments riches, denses nutritionnellement. Je pense par exemple à tout ce qui est graines germées, qui peut augmenter jusqu'à 500% le potentiel vitaminique. Je pense à tout ce qui est noix, noisettes. Je pense à tout ce qui est légumineuse, vous voyez, bien sûr les fruits et légumes, etc. Et ça n'empêche pas également, pourquoi pas, des protéines animales, etc., mais sans excès et compte tenu, vous voyez, vous me posez la question, les sportifs en général, mais il faut voir ses éliminations, il faut voir quel est son degré d'acidose. Parce que vous voyez, hélas, les sportifs de haut niveau, ils ont cette caractéristique commune, c'est qu'ils sont très acidifiés à la fin de leur vie. Et surtout éviter, surtout, les suppléments hyperprotéinés. Vous voyez qu'on voit tous ces musclores dans les salles de sport
qui sont, avant d'être des armoires à glace, sont hélas des armoires à pharmacie. Alors le jeûne se rattache aux techniques de diététique. La diététique, c'est des techniques pour faire remonter les déchets vers nos portes de sortie émonctorielles. Donc il faut bien poser le cadre. On ne jeûne pas pour maigrir. Non, pas du tout. On jeûne en fait donc pour se débarrasser de ces toxines. Alors la première condition du jeûne, c'est la vitalité suffisante. Quand une personne me dit je veux jeûner, parfois je lui dis oui, allez-y, parce que vous avez toute la vitalité suffisante, en forme, ou je lui dis non, surtout pas. D'accord? Donc ça c'est la condition. Après, bien, ça a été décrit par tous les spécialistes du jeûne, des irémériens, etc. Il y a des paliers. On ne se met pas au jeûne comme ça du jour au lendemain. On réduit d'abord, on évite de manger la veille des protéines, des féculents, du sucre, etc. Et progressivement, on va réduire la ration alimentaire, et pour ne plus que, alors ça c'est selon les types de jeûne, du jeûne hydrique, ça peut être soit de l'eau pure, soit du bouillon, soit des jus de légumes, voilà, soit au contraire un jeûne sec, voilà. Et tout bien sûr va être question de vitalité pour la période du jeûne. Également, ce que je recommande, c'est le premier jeûne, sauf si on fait une journée, ça c'est pas un problème, mais de ne pas le faire seul. Si on veut faire un jeûne de plusieurs jours, d'une semaine, etc., de ne pas le faire seul. Voilà. Je recommande également, selon un petit peu d'exercice physique. Alors pas de la marche comme un parachutiste, non, non, mais un petit peu prendre l'air. Voilà, c'est très important d'être à l'air, de faire réagir le corps, non seulement pour ne pas penser à ce qu'on ne mange pas, qui peut occuper notre esprit, mais également pour favoriser l'oxygénation. Donc encore une fois, jeûne oui, mais toujours encadré, savoir quel est l'objectif de ce jeûne et pas utiliser le jeûne comme une technique face à une pathologie, ça n'aura aucun sens. Il y a de multiples intérêts de l'exercice physique, surtout aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui. Savez-vous que 50% des Français sont en surpoids? Savez-vous que ces grandes j'allais dire, épidémies de diabète de type 2, les gens sont de plus en plus jeunes. Donc la première chose, l'exercice physique va faire baisser le taux de sucre dans le sang. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Ça va éviter que l'insuline, qui est une mauvaise reconnaissance du sucre par l'insuline, que l'insuline augmente, etc., qu'elle le gère mal. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un naturopathe célèbre, pour ne pas le nommer, disait « muscle contrepoids du nerf ». Bien sûr, détendre l'esprit par l'exercice physique. Bien sûr, faire circuler tous les liquides. Le naturopathe, c'est l'humoriste par excellence, donc l'exercice physique va être la plus forte, la voie royale de détoxination, mais également, selon le type d'exercice, de revitalisation. Bien sûr, pensez également, puisque je parle de détox, le foie est un organe fondamental dans l'exercice physique, puisque en faisant l'exercice physique, on va apporter beaucoup plus de sang au foie, donc il va permettre de détoxiner. Augmenter la transpiration, donc faire également la peau, par la peau. Il y a énormément de... il y a quelques bonnes raisons. Maintenir ses os, bien entendu, puisque le sang va nourrir l'os. Et donc maintenir sa capacité musculaire, n'oublions pas que ça décline si on ne fait rien avec l'âge, sa capacité, donc ses os, sa capacité musculaire, capacité articulaire, et sachant qu'on a beaucoup de chance, on a toute une palette d'exercices physiques. Aussi bien des choses un petit peu toniques comme le jogging, comme l'aviron, comme des choses, ou des choses quand on est un peu plus vieux, comme le qigong, comme le tai chi, comme la marche. Et il y a différentes marches, la marche en rétroversion, très intéressante pour les personnes âgées, la marche monter des escaliers, descendre des escaliers, voilà, que des choses simples qu'on peut faire tous les jours. On n'est pas simplement un corps, on est aussi un esprit, on est aussi un émotionnel, on est aussi quelque part, chacun d'entre nous, un spirituel. Alors le spirituel, c'est pas la religion, le spirituel, c'est être intéressé par quelque chose qui peut nous dépasser. Voilà. Et donc, bien le naturopathe, forcément, et surtout dans cette société aujourd'hui marquée par le stress sous toutes ses formes,
où notre pauvre mental est constamment sollicité par des informations, constamment, qui est bombardé d'informations. Donc il va falloir prendre en charge aussi, penser à la dimension psychologique. Ben, cette dimension psychologique, bien entendu, en consultation, on va l'aborder naturellement par les types morphologiques. Évidemment, il y a des gens qui vont être plus des pinéaliens, d'autres plus des hypophysaires, d'autres plus des surrénaliens. Donc cette capacité, c'est aussi nous mettre à la place de la personne et savoir lui parler son langage. Il y a des gens qui vont être intéressés au pourquoi et d'autres qui vont être intéressés au comment. Mais aussi la psychologie, c'est quelque chose au sens large, c'est comprendre la personne aussi dans ses besoins et l'accompagner dans ses besoins. Aujourd'hui, vous savez, hélas, en consultation, dans la médecine classique, ils n'ont plus le temps d'écouter, puisque c'est limité à 15 minutes, ils ne peuvent pas tellement écouter. Nous, notre avantage, c'est qu'en 1 heure de consultation, on peut écouter, on peut se faire une idée sur la personne, remonter, donc, parce que la psychologie, on est construit psychologiquement dès l'enfance. Dans la psychologie, il ne faut pas oublier la première étape, qui est même intra-utérine, et notre enfance, comment elle a été vécue. Mais je rajouterai que, attention, le naturopathe n'est pas un psychologue, attention, n'est pas un psy. Il a bien sûr, il a reçu cette culture pour s'intéresser, pour accompagner la personne, mais il ne doit pas prendre la place du psy. Et là, il faut savoir faire toujours la différence pour des gens qui vont être parfois ont des pathologies très spécifiques, des tempéraments peut-être on appelle des troubles bipolaires, tempéraments suicidaires, etc. Le naturopathe, bien sûr, doit travailler avec un médecin, un psychologue, pourquoi pas un psychiatre aussi, enfin, ne pas être seul pour gérer cette dimension. Le stress est naturel. Le stress, heureusement qu'il y a du stress parce que ça permet à notre corps de réagir. Mais au-delà d'un certain degré, notre corps va être complètement surchargé, submergé. Vous savez, je prends souvent un graphe que je dessine aux personnes qui viennent me voir en consultation. Je dis voilà, quand je vois que les personnes sont stressées, je dis voilà votre stress dans votre journée. Vous voyez, vous vous levez. Bon, après, peut-être que vous disputez avec votre épouse, ou peut-être que votre enfant, voilà, il ne s'est pas réveillé, vous êtes mécontent. Puis après, vous lisez vos mails, hop, le pic du stress. Après, votre chef pénètre dans votre bureau, etc. Puis vous avez, hop, un autre pic de stress, etc. Donc, il est très important de pouvoir gérer ce stress, surtout aujourd'hui. Et nous avons en naturopathie de multiples méthodes. Ça va de la relaxation à la méditation, ça peut être bien sûr tout ce qui est exercice physique, mais des choses aussi bien très simples où il ne faut pas, par exemple tout simplement la respiration, cette respiration ventrale. Moi je fais mettre une main sur le ventre, c'est la personne qui met la main sur son ventre pour voir déjà comment, et sur son thorax, pour voir comment elle respire. C'est important parce que souvent, les personnes qui sont en état de stress respirent uniquement par le haut. Et c'est très important puisque le stress doit être replacé dans sa dimension globale. N'oublions pas que nous sommes également un diaphragme. Le diaphragme, c'est l'un des muscles le plus important de la respiration qui va permettre de masser les viscères. Et bien souvent, les personnes stressées ont des problèmes aussi d'estomac et d'intestin. Donc ISUPNAT est une école de naturopathie. SUPNAT, ça veut dire Institut supérieur de naturopathie. Elle est basée à Paris, dans le 4e. Nous sommes dans un quartier très agréable, le Marais, à côté de Bastille, pas loin de la place des Vosges. Et ISUPNAT, c'est d'abord un héritage. C'est l'Institut Alain Rousseau. Moi, je suis un ancien élève de l'Institut Alain Rousseau, puis j'ai repris après sa consultation. Puis un jour, j'ai repris, il y a quelques années, son école. Et ça s'inscrit déjà sur cet héritage, c'est-à-dire une naturopathie de synthèse, où on ne va pas apprendre telle ou telle technique de façon isolée, mais toujours la replacer dans une logique de synthèse. Premier point. Deuxièmement, ISUPNAT, c'est la pratique. Nous, on forme, notre objectif, c'est de former des naturopathes qui vont s'installer. Donc pour qu'ils s'installent, la connaissance n'est pas suffisante. La connaissance, la compréhension va marquer de façon indélébile la connaissance. Donc nous allons faire des naturopathes qui auront compris, qui sauront et surtout qui sauront appliquer. Et puis troisième force d'ISUPNAT, c'est l'installation professionnelle. On fait tout à l'école pour que les naturopathes
s'installent. Donc on va forcément les guider, surtout d'abord une formation très pratique, et puis tout au long de leur cursus, ils vont faire des stages avant la fin de leur cursus. Et ces stages, je dirais qu'ils n'ont pas à les chercher, on leur apporte sur un plateau, on a plus de 50 partenaires. Ils vont faire un mémoire, mais un mémoire pas pour faire un truc académique, mais un mémoire dans un objectif de crédibilité professionnelle. Et enfin, on va leur donner tous les conseils de s'installer, comment s'installer, parce que beaucoup ont des projets, mais il faut passer du projet à la réalité, en tenant compte des aspects juridiques, des aspects fiscaux, des aspects sociaux, etc. Donc ça, c'est ISUPNAT. Et ISUPNAT donc, fait partie de la FENAMAN, au même titre que 6 écoles de la FENAMAN. La FENAMAN, donc, nous sommes donnés un cahier des charges rigoureux, comportant 1200 heures. Et puis, bien sûr, comme nous formons des professionnels, eh bien, il y a toute une déontologie. On a fait ce qu'on appelle le livre blanc, on a fait le code de déontologie, on a fait la charte de la naturopathie. Voilà, donc ISUPNAT, c'est indissociable, ça fait partie des écoles de la FENAMAN. 3 types de cursus. Un cursus week-end qui est sur 3 ans et qui veut dire que la personne va venir, en général ce sont des personnes qui continuent à travailler. Donc cette personne, elle va venir 2 fois par mois se former pendant 3 ans. Ça veut dire en gros 66 week-ends dans tout le cursus. Ça fait donc, si je calcule bien, 22 week-ends par an. Mais il y a des personnes qui veulent ou qui ont des responsabilités professionnelles, qui ont des responsabilités de jeunes enfants et qui préfèrent faire leur cursus, étaler un petit peu leur cursus. Donc à ISUPNAT, on a choisi de donner à nos futurs étudiants toute cette flexibilité. Et donc ils pourront faire toute année en 2 ans. Et donc à ce moment-là, avoir qu'un seul cours par mois et simplement le faire en 6 ans. Voilà. Et après, on a ce qu'on appelle la formule intensive 15 mois. Alors là, c'est vraiment très intensif puisque c'est 4 ou 5 jours par semaine avec toujours une petite pause d'une semaine par mois. Et là, vraiment, c'est des gens qui veulent se reconvertir et qui n'ont pas tellement le temps. Mais j'en m'empresse de rajouter que, quelle que soit la formule choisie, c'est la même qualité. Et au total, les naturopathes qui sortent d'ISUPNAT vraiment s'installent, savent se débrouiller et sont bons naturopathes. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Nous avons tous les profils et c'est ça qui fait la richesse à ISUPNAT. Parce que, il y a aussi bien les pères ou les mères de famille, il y a aussi bien les étudiants, il y a aussi bien les retraités, il y a aussi bien des ingénieurs, il y a aussi bien des gens qui viennent du droit, de la finance, il y a bien sûr des paramédicaux, mais ne croyez pas que les paramédicaux sont surreprésentés, pas du tout, c'est 10-15%. Quand je dis médicaux, paramédicaux, c'est médecins, pharmaciens, infirmiers, voilà. Donc ça et c'est également l'âge qui est intéressant. Je dis toujours, la valeur n'attend pas le nombre des années, donc on a aussi bien des jeunes qui ont cette maturité-là, parce que pour être naturopathe, pouvoir prétendre à être naturopathe, quelque part, il faut avoir quand même une maturité. Mais parfois, les jeunes sont très matures, selon les champs. Mais bien sûr, on attire plutôt, en majorité, des personnes en reconversion professionnelle. Et on aime bien ce public-là, parce que ce sont des personnes qui ont réfléchi. Et qui veulent donc bâtir une deuxième vie professionnelle, ou une troisième vie parfois, professionnelle et personnelle. Et c'est pas un hasard s'ils viennent à ISUPNAT parce qu'ils ont compris que nous, on fait tout justement pour cette reconversion professionnelle. La naturopathie, c'est un art de vivre. C'est savoir s'écouter, c'est savoir faire en sorte, mettre en place les outils, l'hygiène de vie nécessaire pour aller mieux. Voilà ce que c'est que la naturopathie. Et la naturopathie, c'est pas des grands mots, c'est un exercice quotidien. Il faut mieux des petits actes quotidiens que des grands mots qui ne seront pas suivis des faits. Alors oui, nous, à la FENAMAN, nous faisons en sorte, donc la Fédération française des écoles de naturopathie, nous faisons en sorte vraiment, depuis d'ailleurs des années, puisqu'il y a un livre blanc qui est sorti, la FENAMAN et l'OMNES sont vraiment les 2 organismes qui sont les interlocuteurs des pouvoirs publics. Nous pensons à moyenne échéance qu'un jour, nous l'espérons, que la naturopathie sera reconnue par les pouvoirs publics, mais sera reconnue en tant que telle, pas en tant que discipline paramédicale, ça n'aurait aucun sens. Mais de garder toujours ces 10 techniques aux naturopathes et savoir qu'il ne combat pas la maladie, et ça sera ma conclusion, mais que le naturopathe fait de la santé.